l'assurance chômage du chef d'entreprise et du mandataire social. Vous verrez à plusieurs reprises que l'on distingue celui qui est le seul maître à bord, qui possède son entreprise, et puis celui qu'on appelle plus communément le mandataire social, c'est-à-dire qui n'est pas forcément le créateur de l'entreprise, qui n'est pas celui qui possède l'entreprise, mais qui est mandaté pour la diriger. On verra que également ça peut impacter le statut social du chef d'entreprise. Petit caprice. Alors voilà, souvent c'est l'interrogation, une assurance chômage du chef d'entreprise, rien qu'à voir le titre qui figure sur notre stand. Beaucoup sont interpellés en se disant mais ça existe, ah bon, le chef d'entreprise peut avoir une assurance chômage et depuis quand cette assurance existe-t-elle? Alors ce qui est surprenant, c'est que ça fait plus de 30 ans que les organisations patronales, comme vous voyez les logos, MEDEF, hein, c'était le CNPF à l'époque, la CGPME et puis l'UPA pour les artisans. Donc les trois grandes branches patronales, trois grandes organisations nationales qui ont contribué à la mise en place de l'UNEDIC comme régime obligatoire des salariés. 20 ans après, en 1979, on pensait sérieusement à créer ce type de garantie de protection chômage et d'un revenu de remplacement pour les chefs d'entreprise qui sont systématiquement refusés par Pôle emploi. On reviendra sur cette idée. Il peut y avoir quelques exceptions assez rares, mais en tout cas, la position générale de Pôle emploi n'est de refuser l'affiliation, la participation du chef d'entreprise, même s'il a une qualité sociale de salarié pour ce qui est de sa protection sociale. Donc c'est une couverture qui existe depuis des dizaines d'années et qui est créée par les organisations patronales qui sont les organismes fondateurs de cette garantie. Alors sur la présentation, la garantie ou cette assurance chômage qui est une assurance donc a été confiée à des assureurs qui sont des spécialistes en matière de protection du personnel des entreprises, y compris du dirigeant. Et dès l'origine, c'est le GAN, la compagnie d'assurance GAN, qui aujourd'hui est intégrée à Groupama, qui gère ce produit. Alors juste pour rassurer sur le plan financier, il n'y a pas que Groupama, c'est d'ailleurs le chef de file d'une coassurance, plusieurs compagnies d'assurance dès le début. A été donc à l'origine de la mise en place et de la couverture de ce risque nouveau à l'époque du chômage des dirigeants, et où vous avez, pour citer les coassureurs, MMA, Generali, Allianz, SMA BTP, j'ai toujours peur d'en oublier, et puis Groupama GAN. Donc l'assise financière, elle est très rassurante. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est un service créé par les organisations patronales pour leurs adhérents, puisque ces organisations, qu'elles soient au niveau territorial, par département ou par région, ou au niveau professionnel, comme des fédérations comme le Syntec ou la Fédération du bâtiment, etc., sont là pour apporter un service aux chefs d'entreprise qui font partie de leurs adhérents et pour les protéger dans leur statut et apporter des solutions. Alors la solution n'est pas simplement de verser des indemnités de chômage à la place de Pôle emploi, tout aussi bonne, et on en parlera également des indemnités qui, la plupart du temps, ne sont pas imposables, donc c'est également une bonne chose, un point positif dans cette période difficile. Il y a aussi d'autres services qui ont été ajoutés, des services associés pour mieux traverser cette période, comme l'acquisition des points de retraite complémentaires à l'AGIRC, à l'ARCO, ou bien suite à la radiation du RSI, pour ceux qui cotisaient au RSI. Et puis également un service d'assistance emploi, d'outplacement, qui est apprécié. Ce sont des services que l'on peut solliciter, en tout cas ils sont débloqués gratuitement. Là aussi, c'est sous la pression des organisations patronales que ces services sont ajoutés, on peut dire gratuitement, puisque c'est une utilisation des bons résultats qui proviennent de la bonne gestion par les assureurs de ce risque, qui permet d'ajouter des services sans alourdir les cotisations. Au contraire, d'ailleurs, vous aurez peut-être pu remarquer que les cotisations ont baissé régulièrement. Là aussi, une façon de redistribuer les bons résultats
de la bonne gestion de ce régime par les assureurs. Qu'appelle-t-on perte d'emploi? Souvent, il y a une confusion. On se dit, oui, alors ça veut dire que si j'ai un accident, que j'ai des mois d'incapacité de travail et que je ne peux plus assurer donc le chiffre d'affaires et qu'il y a donc des difficultés de l'entreprise, cette assurance prend en charge? Alors non, c'est vrai, il y a plusieurs types de contrats qui peuvent être souscrits, comme la perte d'exploitation ou comme l'assurance de l'homme clé. Si l'ingénieur ou celui sur repose toute la capacité de l'entreprise venait à tomber malade, ce sont d'autres systèmes d'assurance. Là, il s'agit de l'arrêt définitif, soit du mandat du dirigeant, alors je commence par le deuxième point, la révocation ou la non-reconduction de son mandat arrivé à terme. L'entreprise se porte très bien, mais voilà, les actionnaires qui possèdent l'entreprise et qui décident qui sera le dirigeant peuvent décider de révoquer à tout moment. Alors ça, c'est un risque qui est très ressenti par celui qui était avec un contrat de travail précédemment et qui accepte de devenir le mandataire social. La révocation peut arriver à tout moment, être prononcée même sans motif. Bien souvent, par exemple, dans les statuts de la SAS, qui sont sur mesure, on trouve souvent l'information que le président ou le directeur désigné est révocable sans motif. En latin, on dit ad nutum, ça veut dire un signe de la tête, donc ça veut dire sans motif. Ça fait partie de l'enjeu, et donc il est bien de savoir que cette assurance couvre tous les cas de révocation, sans s'occuper du motif. Également souvent présenté sous forme de démission, en réalité une démission contrainte. C'est souvent la présentation officielle des choses. Donc c'est vraiment un contrat très, très large, très souple dans son application. Il suffit d'avoir les éléments justificatifs montrant que c'était bien une révocation et non pas une démission volontaire. On ne s'occupe pas non plus du degré de participation dans le capital. Un gérant qui a 40% du capital social est aussi révocable, même jusqu'à 49%. Nous couvrons la révocation du moment qu'elle est votée en application et en conformité avec les statuts. Et un gérant qui a 49% peut être révoqué par celui ou les autres associés qui, ensemble, détiennent au moins 51%. Donc il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de mauvaise surprise, si vous voulez. Donc il n'y a aucune frilosité, ni de la part de l'assureur, et c'est aussi la volonté du patronat de couvrir réellement les vrais risques du chef d'entreprise, et plus particulièrement du mandataire social. Alors revenons aux risques qui concernent directement l'entreprise elle-même, donc valable pour toutes les catégories de dirigeants, même s'ils sont les seuls actionnaires ou associés en même temps, qui ne seraient pas révocables. Donc c'est suite à des difficultés économiques. Bien évidemment, nous couvrons la liquidation judiciaire, la cession judiciaire, parce que là, fatalement, enfin, dans la définition, il y a arrêt de l'activité de la société qui était assurée, ou s'il y a reprise, les repreneurs ne reprennent pas l'ancien dirigeant, ou alors pour quelques mois seulement. Les cas de fusion-absorption, de restructuration amiable, là, nous ne sommes plus dans un domaine judiciaire, ce sont des décisions amiables qui concernent les instances dirigeantes des deux sociétés, de celle qui absorbe et celle qui est reprise, absorbée dans cette fusion-absorption. La restructuration profonde, qui est un terme générique, qui englobe bien des situations. La dissolution anticipée, décidée à l'amiable, on dit anticipée parce qu'on s'inscrit généralement sur le CABIS pour 99 ans d'existence, donc à partir du moment où on arrête avant, c'est toujours anticipé par rapport à la durée de vie prévue initialement. Ou la cession, c'est-à-dire la vente, décidée à l'amiable par les associés ou les actionnaires, mais tout cela parce qu'il y a un contexte économique qui impose cette solution. Ce n'est pas simplement une cession d'une entreprise qui tourne très bien. Là, c'est vraiment motivé par une contrainte économique, quelle qu'elle soit. Le redressement judiciaire, plus rarement, s'il y a continuité dans l'activité sur 10 ans, par exemple, avec un plan de continuation, avec maintien de l'ancien dirigeant, nous n'intervenons pas. Il n'y a pas de chômage. Ce n'est pas une garantie de ressources, c'est une assurance chômage. Donc il faut être vraiment disponible pour retrouver, rechercher et accepter une nouvelle activité professionnelle.
Donc c'est un peu tous les cas de figure du moment qu'il est justifié que c'est une décision indépendante de la volonté, qu'il y a une contrainte extérieure, même si l'on a voté pour la décision finale. À l'origine, la motivation est extérieure à la volonté du dirigeant. Qui sont les dirigeants concernés? Alors, comme je vous le disais, on présente les choses d'un côté, les dirigeants assimilés salariés, qui cotisent d'une manière classique à la sécurité sociale, à la GIRC et l'ARCO aussi pour la retraite, donc dans les sociétés anonymes. Tous les mandats de dirigeants sont des assimilés salariés. Dans les SAS également, même... Alors je rectifie si quelques-uns ont entendu une information assez loufoque d'ailleurs. Si on crée une SAS, même en étant associé unique dans une SAS unipersonnelle, oui, on a le statut de salarié. C'est un choix où on est très bien protégé, donc on a le statut de salarié. On n'est absolument pas obligé, dans aucun de ces mandats sociaux, on est obligé de cotiser au Pôle emploi parce que l'on a la qualité de salarié. Non, c'est vrai, le bulletin de paie sera exactement celui d'un cadre, par exemple du directeur commercial. Ça ressemblera, toutes les lignes seront quasiment les mêmes, sauf la ligne Pôle emploi. N'ayez pas, enfin, si vous avez retenu que là, vous, dans cette situation, dans ce choix de forme juridique, vous êtes obligé de cotiser à Pôle emploi, mais vous n'aurez rien en retour, c'est complètement absurde. Hein. Il n'y a pas à cotiser. Et si vous avez commencé à cotiser, interrogez Pôle emploi, qui va examiner votre situation, à savoir si, et uniquement d'ailleurs, ils n'examineront que s'il y a en cumul un contrat de travail, Pôle emploi vérifiera s'il y a un lien de subordination ou pas. Rémunération, forcément, il y en a une. Il faut invoquer des directions, des fonctions techniques, mais c'est le lien de subordination qui pose problème. Et si l'on représente l'entreprise et qu'on a tous les pouvoirs, Pôle emploi refusera quasi systématiquement. Et remboursera les cotisations indûment versées au cours des 3 dernières années, si vous avez pris du retard pour les interroger. Voilà, et si vous le savez au préalable, il n'y a aucune cotisation. Du moment qu'il n'y a pas de contrat de travail, simplement un mandat salarié, vous n'avez pas de cotisation à verser. Ne perdez pas votre temps dans cette direction. Dans les SARL, donc, pour citer les formes juridiques les plus fréquentes, le gérant minoritaire, gérant salarié, jusqu'à égalitaire d'ailleurs, en possédant 50% des parts du capital social, c'est un statut de salarié, donc non cotisant au RSI, mais comme un cadre à la sécurité sociale et aux caisses de retraite. Alors, tous les autres, puis la liste n'est pas exhaustive, mais en tout cas, d'une manière générale, tous ceux qui ont un revenu et qui doivent cotiser au RSI, ceux-là sont donc considérés comme travailleurs indépendants, y compris le gérant majoritaire, celui qui possède réellement plus que 50% du capital social. Et là, il n'y a aucune chance d'être couvert par Pôle emploi, donc on ne peut même pas faire un soi-disant montage de cumul mandat social plus contrat de travail, qui n'aboutit à rien généralement. Mais on est cotisant au RSI dans toutes ces formes de société. Et vous verrez un peu plus loin que le risque de révocation dont je parlais au début n'existant pas dans cette situation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un associé qui détiendrait suffisamment de parts pour révoquer le dirigeant en place. Donc le risque de révocation n'existe pas et l'assureur accorde une réduction des cotisations pour cette catégorie de dirigeants, n'ayant pas à assurer le risque de la révocation à tout moment et sans motif. Alors c'est un contrat d'assurance, il faut se décider. Alors un point fort de la garantie GSC, cette assurance, vous pouvez la souscrire dès la création, dès l'immatriculation ou dès la reprise d'une société. Très souvent, dans les visiteurs de ce type de salon, ceux qui créent ou reprennent sont accompagnés par Pôle emploi. Il y a un dossier ouvert et Pôle emploi débloque 45% des indemnités restantes ou un accompagnement pendant 15 mois ou jusqu'au bout si on a plus de 50 ans. Et donc, on ne se verse pas de revenus. On va alléger tout ce qui est charge de l'entreprise. On va tabler sur l'accompagnement de Pôle emploi au démarrage. Et GSC offre donc une formule pour le créateur ou repreneur qui ne se rémunère pas ou très faiblement, avec une cotisation forfaitaire qui est de 384 € à l'année. Donc c'est vraiment symbolique, on peut payer mensuellement 37 €. Et en fait, le but du jeu, enfin l'avantage de cette formule, c'est de passer la première année d'assurance qui est toujours une carence
La première année, vous vous inscrivez, vous payez, alors autant payer le moins cher possible, hein, surtout si on est créateur ou repreneur, et ça permet de passer cette année au moindre frais. Le droit d'entrée, qui est de 75 € est également offert. Et il n'y a pas non plus à choisir d'adhérer à une structure patronale dans cette situation de créateur. Alors j'anticipe un peu. La condition pour être affilié dans ce contrat d'assurance, c'est d'être inscrit aussi officiellement au registre du commerce et des sociétés, ou bien au répertoire des métiers pour les artisans. Ça veut dire que l'on laisse de côté la phase de l'auto-entrepreneuriat. Il faut que ce soit vraiment que l'on choisisse une forme juridique stable, même en entreprise individuelle ou EURL, enfin peu importe la forme juridique. Mais il faut être immatriculé au registre du commerce et des sociétés et avoir un extrait CABIS. Alors voilà, le point fort de la GSC, c'est que vous pouvez commencer à être affilié, donc vous ne perdez pas de temps. Et c'est vrai que les nouvelles sociétés, il y en a une sur deux qui survit dans les 5 ans. Alors autant passer le délai de carence le plus rapidement possible, en plus avec une cotisation très faible. Et c'est un point fort. On peut faire remarquer que certains assureurs acceptent l'affiliation pour ce risque chômage uniquement après 2 ou 3 exercices comptables clos. Donc c'est une façon d'accepter le risque, mais avec un peu plus de... C'est l'assureur qui s'assure d'avoir un bon risque. Là, non, c'est dès le début qu'on peut souscrire. Et ensuite, parce qu'il n'y a aucun préjudice à passer par la case de la formule créateur, ensuite, dès qu'il y a un revenu déclaré à l'administration fiscale, il suffit de le préciser à l'assureur qui va actualiser la garantie. Donc la cotisation de l'année suivante sera bien calculée sur le vrai revenu imposable ou les BIC, selon la forme si c'est une entreprise individuelle. Et vous serez couvert au niveau choisi dès la 2e année, donc dès que le délai de carence sera passé. Alors ici, vous avez les chiffres, 384 € de cotisation annuelle. Le deuxième chiffre est juste pour rassurer, si au bout de 2 ans ou 3 ans, vous ne vous versez toujours pas de revenus, ou ceux qui ont l'idée de se verser que des dividendes, que nous ne prenons pas en compte, bon, ils récupèrent néanmoins si l'entreprise ferme à partir de la 2e année et que l'on n'a pas actualisé, qu'on est toujours en formule créateur, on récupère 5 460 €. Mais vous avouerez que ce n'est pas le but du jeu. Il faut savoir équilibrer les choses. Hein. Un peu de dividendes, mais aussi avoir un salaire qui servira de base pour la prévoyance et pour le risque chômage. Salaire ou BIC. Voilà, ça c'est pour la formule créateur. Ensuite, le régime classique, normal, ce qu'on appelle tout entrepreneur, vous offre le choix de faire votre assurance un peu à la carte. Vous avez d'une part 2 niveaux d'indemnisation, 55% du revenu ou 70% du revenu. C'est un slide qui vient après. Et puis la durée d'indemnisation, 12 mois, 18 mois ou 24 mois. Au début, la première cotisation, c'est toujours pour 12 mois de chômage indemnisable. Mais au premier anniversaire ou les années suivantes, au 1er janvier, vous pouvez choisir 18 mois ou 24 mois. La meilleure formule, l'assureur donc Groupama GAN nous signale que la durée moyenne des dossiers indemnisés, il y en a à peu près 900 chaque année, c'est 14 mois. Donc c'est pas si long que ça. Bref, il faut arrêter de trop comparer avec le régime général des salariés, parce qu'en fait, un chef d'entreprise recrée assez rapidement. La solution, c'est de recréer ou de reprendre une entreprise. Et la formule 18 mois est très intéressante parce que si au bout d'1 an, on recrée ou qu'on rachète une entreprise, les mois restants qui n'auraient pas été donc servis à l'assuré, au prestataire, seront débloqués en une fois ou toujours en accompagnement, si on continue mensuellement, pendant les 6 premiers mois, voire les 9 premiers mois de sa création de société. Donc la formule optimale, dirons-nous, est celle de 18 mois. Alors je vous ai parlé de la carence de 12 mois au départ. Ensuite, il y a une franchise. Quand on perd son mandat, ou que l'entreprise ferme ou est cédée, il y a une franchise de 30 jours. En termes d'assurance, là, c'est la franchise avant de commencer à indemniser. Et dans des situations de décision judiciaire, en cas de liquidation judiciaire, si les derniers mois d'activité n'étaient pas rémunérés par décision du mandataire judiciaire, la franchise de 30 jours est supprimée. Donc on verse dès le premier jour de chômage. Tout est versé par mensualité à terme échu. Donc
Et dans le cas général, donc c'est à partir du 2e mois jusqu'au 13e mois ou jusqu'au 19e mois pour la formule 18. Au niveau des cotisations, vous avez dans les brochures les cotisations pour les non-salariés et pour les salariés. Alors là, c'est la cotisation qui couvre tous les risques, y compris celui de la révocation. Et vous constatez, peut-être avec surprise, que les cotisations ne sont pas élevées du tout. Surtout si vous avez bien en tête que Pôle emploi pour un salarié prend 6,40 du revenu brut, 2,40 pour le salarié, 4% pour l'entreprise. Donc ça fait 6,40 du brut. Et ici, on est en dessous de la moitié d'une cotisation de Pôle emploi. Alors évidemment, c'est pour 12 mois de chômage indemnisé. C'est pas 24, c'est 12, la moitié. Mais il n'y a rien d'excessif, au contraire. Et tout cela est d'ailleurs calculé sur le revenu imposable. Pour avoir la formule 70 à droite, vous voyez que les cotisations, à peu près 4% sur la tranche A, c'est-à-dire jusqu'à 37 000 euros de revenus. La tranche B, c'est un taux de 4,28 qui s'applique, mais uniquement sur la tranche B, c'est-à-dire ce qui dépasse les 37 000 euros, jusqu'à 150 000 environ. Et la tranche C est entre 150 000 et 300 000 euros. Et donc avec un taux qui rediminue parce qu'en fait la tranche C est toujours couverte à 55% et pas à 70%. Donc on retrouve le même taux en formule 55 ou 70. Et juste pour satisfaire votre curiosité, c'est bien normal, la formule pour 18 mois ou 24 mois. Alors vous voyez d'emblée que les 24 mois, le taux est majoré. Comme c'est un choix volontaire, on a quelquefois des dirigeants qui utilisent la GSC comme une pré-retraite. Il faut parler franc. Un gérant majoritaire peut décider d'arrêter l'activité de l'entreprise et quelquefois l'arrêter juste 2 ans avant de liquider sa retraite. Donc voilà, c'est pourquoi les taux sont majorés pour les 24 mois. Les 18 mois qui sont la meilleure formule, vous retrouvez ça dans toute la documentation. Les taux sont donc même minorés de 15% pour celui qui est gérant majoritaire ou artisan, commerçant, non révocable donc, minoré de 15%. Mais là, vous avez les taux forts et vous voyez que la formule 70 sur la tranche A jusqu'à 37 000 euros, c'est 6%, donc on est toujours en dessous, 6% du revenu imposable et non pas du brut. Même les 6,53 appliqués sur la tranche B restent inférieurs aux cotisations de Pôle emploi qui sont de 6,40. Donc 6,53 c'est moins que 6,40, suivez bien, parce que les 6,53 sont appliqués au revenu net et les 6,40 de Pôle emploi sur un revenu brut. Donc voilà, c'est tout à fait abordable, contrairement à ce qu'on peut lire quelquefois que les régimes privés sont très chers et n'interviennent, deuxième fausse information, n'interviennent qu'en cas de dépôt de bilan. J'espère que vous avez bien vu que beaucoup de décisions décidées à l'amiable sont également prises en charge. Et comme je vous disais, donc, pour celui qui n'est pas révocable, il y a un abattement de 15%. Vous avez le site internet de GSC, gsc.asso.fr, qui est accessible à tous, même sans entrer aucun code, aucune donnée personnelle. Et vous pouvez faire des simulations sur le montant des cotisations. N'hésitez pas, il fonctionne très très bien. Voilà, je vais cesser de parler. Nous avons le plaisir d'avoir 2 assurés qui sont devenus prestataires. Donc tout de suite à ma droite, monsieur Jean-Marc Pierson et monsieur Arnaud Houette, qui, pour des causes différentes, ont eu à réclamer le déclenchement de la garantie. Alors, on va commencer par monsieur Jean-Marc Pierson. D'abord, quelle était votre fonction et qu'est-ce qui vous a poussé à adhérer à ce système? Qui vous a conseillé? Bonjour à tous. Moi, en fait, il y a une quinzaine d'années, j'ai créé ma première société. En fait, j'ai un parcours donc, de création, de développement et de cession d'entreprise. Donc, de plusieurs entreprises au cours de ces 15 années. Et je ne vous cache pas qu'au début, je n'ai pas directement allé voir la GSC pour cotiser. En fait, ça dépend un peu de la situation économique. Ça dépend aussi de sa situation familiale. Et puis, au vu de ces 2 éléments, on peut décider de se protéger ou pas. On a toujours tendance à dire le chef d'entreprise, il travaille sans filet. La GSC, c'est quand même un filet qu'on peut décider ou pas d'actionner à un moment donné de sa vie personnelle, mais aussi de sa vie professionnelle.
Je ne vous cache pas qu'en phase de création, de lancement et de développement, cette idée ne m'est pas venue directement. Lorsque l'entreprise a été en phase de maturité et ensuite des nouveaux entrants sur le marché sont arrivés, l'environnement est devenu beaucoup plus concurrentiel, m'est venue cette idée de, en cas de problème, comment je me couvre? Qu'est-ce que je fais pour protéger au moins pendant 1 an, 18 mois, ma famille, qu'il y ait des fonds qui puissent rentrer? Donc voilà comment, à l'origine, je suis allé chercher ce qui existait sur le marché et comment j'ai rencontré en fait quelqu'un du GAN qui m'a proposé cet outil. Ensuite, au moment où l'entreprise a eu quelques difficultés financières, elle est sortie effectivement sur le côté par la grande porte en faisant une vente à une société nationale, donc très bien. Et comme on l'a évoqué, cette vente liée à une situation économique qui était quand même assez délicate a permis d'actionner la GSC. C'est très très simple à mettre en œuvre. Donc c'est un outil qui est, je dirais, faut pas s'en priver. Sur le côté financier, c'est vrai qu'en phase de développement, en phase de croissance, ben, un coût c'est un coût. On n'a pas envie de charger l'entreprise avec des coûts externes qui plombent autre chose comme activité. Quand l'entreprise commence à se développer, c'est là où il faut se poser la question de est-ce que c'est pas intéressant d'avoir une couverture? Parce que quand l'entreprise commence à aller mal, des fois ça peut aller très très vite. Et là, il peut être trop tard, justement, lié à cette période de carence d'1 an, ça peut être plus délicat. Bon, moi, sur cette quinzaine d'années, j'ai pas eu à gérer cette phase de vraiment pointue de situations qui venaient financièrement délicates. Donc, je l'avais anticipé suffisamment en avance, puisque j'ai dû cotiser à peu près 5 ou 6 ans. Voilà, au moment de la session, j'avais... bon, effectivement, la session s'est bien passée, bon, c'est très bien. Mais cette manne financière m'a permis de recréer aussi autre chose. Aujourd'hui, je suis positionné sur un autre secteur parce que suite à la vente, j'ai une clause de non-concurrence sur le secteur dans lequel j'exerçais. Donc je ne peux pas créer quelque chose de concurrent immédiatement, ce qui est normal, il faut protéger l'acheteur. Mais voilà, ça m'a permis de rebondir sur un autre secteur tout en ayant pendant 1 an, moi j'avais choisi cette situation-là, de couverture pendant 1 an, et donc de pouvoir construire et de pouvoir se reconstruire aussi au bout d'1 an et d'avoir une entreprise qui aujourd'hui ben voilà, est pérenne et se développe. Alors, c'est vrai que je ne connaissais pas le côté GSC du nouveau créateur. Maintenant, je suis là, c'est pour aussi apprendre ce qu'il y a comme nouveauté. Ça peut être intéressant. Moi, je ne l'avais pas actionné parce que voilà, mes ressources, je les mobilisais sur d'autres outils pour développer l'entreprise. Maintenant, sachez que c'est un outil dans la trousse à outils du chef d'entreprise qui existe, qui est facile à mettre en œuvre et qui protège pendant une durée de 12 mois ou plus, tout dépend de ce que vous avez cotisé, et donc qui est quand même assez rassurante, quoi. Voilà, très bien. C'est toujours plus vivant d'entendre un témoignage vécu. Concernant donc Monsieur Arnaud Houette, quelle était votre situation et qu'est-ce qui vous a motivé à souscrire cette garantie GSC? Alors en fait, au départ, je ne connaissais pas la GSC. C'était en janvier 2003. J'étais salarié chez un éditeur de logiciels. La situation de l'entreprise n'était pas très brillante. Le président se fait révoquer et les actionnaires me proposent de prendre la direction d'entreprise. J'étais très soucieux de la situation de la société et donc de la protection de ma famille. Donc j'ai pensé à ce moment-là demander aux actionnaires de confirmer mon statut de salarié par écrit et de demander au Pôle emploi de confirmer que j'étais indemnisable.
Et donc j'ai vécu comme ça un certain temps, me sentant protégé. Au bout d'un moment, la croissance de l'entreprise a fait que j'ai recruté des cadres, un directeur commercial notamment, et on m'a alerté à ce moment-là qu'il était de plus en plus probable que le Pôle emploi reviendrait sur sa décision, puisque je commençais à avoir de moins en moins de rôle exécutif au sens de mon contrat de travail. Et donc à ce moment-là, j'ai pris un contrat GSC, donc dans le souci d'être protégé et de pouvoir focaliser mon attention sur l'entreprise, sur son développement et sans être en permanence dans la crainte d'événements adverses. Quand je regarde a posteriori, c'était la bonne décision. J'ai toujours eu l'esprit libre, focalisé sur l'entreprise grâce à ça. Vous aviez souscrit une durée plus longue que les 12 mois? Alors au départ, on était en 2005, vous n'aviez pas cette durée plus longue. Mais lorsque vous avez proposé ce nouveau contrat, je crois que j'ai pris 24 mois. C'est-à-dire que les options de durée supplémentaire sont proposées au-delà d'un an d'affiliation. C'est ça. Très bien. L'événement générateur de l'état de chômage était différent. De votre côté, ça a été une cession suite à des difficultés économiques. Et pour M. Houette, ça a été le cas de la révocation, comme le premier président. Alors, dans mon cas, c'était aussi une cession d'entreprise. Les fonds français ont cédé l'entreprise à des fonds américains. Et donc, j'ai été révoqué à ce moment-là pour qu'un patron américain prenne la direction de l'entreprise. Voilà. Et vous me disiez que vous sentiez le vent venir, quoi. Dans la préparation de la cession, fatalement, votre mandat de dirigeant allait être remplacé. En fait, c'était quelque chose qui était programmé, anticipé, et donc, dans mon cas, il n'y avait absolument aucune surprise. D'accord. Ça prend quelquefois des années, mais inconnu au moment où vous vous êtes affilié. C'était le souci de la protection familiale, finalement. Effectivement, en 2005, lorsque je m'affilie, je ne sais pas si cette situation qui est très fragile va durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Bon, il se trouve que ça a duré 8 ans. Et donc, il n'y avait pas de cessation ou de cession d'entreprise à court terme. C'était une protection. Voilà, très bien. Oui. Juste une petite précision. C'est vrai que la cession, on est indemnisé, je crois, qu'à partir du moment où c'est une situation non volontaire. Une cession, dans mon cas, c'était quand même une cession. Je suis allé chercher des acheteurs. Par contre, la situation économique de l'entreprise fait que ça devenait, j'aurais pas pu tenir 2 ans de plus. Donc, cette notion de non volontaire est quand même pondérée par ce côté économique, de situation économique un peu exceptionnelle, et qui permet à un chef d'entreprise d'aller chercher un acheteur, d'aller vendre son entreprise, parce que c'est une sortie par le haut, et ensuite d'être quand même indemnisé. C'est quand même une situation qui est plutôt confortable et qui permet d'avoir la tête haute quand vous regardez le matin, quoi. Merci. Et les relations avec l'assureur, la mise en place du dossier, est-ce que les choses se sont déroulées rapidement, facilement? Ou est-ce que ça a été le parcours du combattant? C'est un coup de téléphone, vous avez un conseiller qui vient et qui vous présente ce que vous avez présenté, et puis vous choisissez quelle option. Effectivement, en fonction de donc, la croissance ou la décroissance de l'entreprise, vous ajustez, vous dites peut-être plutôt 18 mois, peut-être plutôt 24 mois, comment je peux faire pour protéger ma famille. Voilà, mais c'est super simple et la lecture est rapide et vous mesurez tout de suite l'impact qu'il y a sur les comptes. On sait que ça se passe souvent très bien quand l'assureur vous vend, ou son réseau, le contrat. Mais après, quand il a fallu faire la démarche pour déclencher les indemnités, pour annoncer que vous aviez perdu votre mandat social, est-ce que les choses se sont passées facilement dans l'instruction du dossier de prestation?
En fait, alors ça, c'est aussi important pour le chef d'entreprise, c'est d'être entouré par une équipe. Moi, j'ai les avocats, j'ai les experts comptables, j'ai les commissaires aux comptes, donc qui font que je suis pas allé juste toquer à la porte GSC en disant, bah voilà, faut m'indemniser. J'ai amené voilà, le PV de l'Assemblée générale, disant, voilà la situation, donc qu'est-ce que vous en pensez au vu de ce PV? Est-ce que je rentre ou pas dans le cadre d'une indemnisation ou pas? Voilà. Ça a été consultation en début de mois, réponse en fin de mois, donc une réponse plutôt très rapide. C'est bien d'être rassuré également sur le bon fonctionnement, la réactivité des services GSC au sein de l'assureur. Elle est de même pour vous, Monsieur Houette? Oui, pas d'histoire. Au moment où les choses se précisaient, j'ai demandé à ce qu'on vérifie que tout serait en ordre au niveau de la GAC. Comme M. Pierson, je ne l'ai pas fait directement, c'est la DRH qui l'a fait. Je crois que ça a pris 3 minutes. Et après, ça a été une formalité. Bon, il y a quand même une franchise de 30 jours. Hein. On n'est pas indemnisé à la 4e minute. Merci pour ce témoignage sur le bon fonctionnement du déclenchement des indemnités. Et finalement, comment avez-vous vécu le fait de vous retrouver en situation de chômage et en recherche d'emploi? Avez-vous fait appel à l'assistance emploi qui est proposée en tant que service associé? Non. Non, parce qu'en fait, j'avais une idée, moi, de création. En fait, j'ai vendu ma société. Pendant 6 mois, j'ai accompagné la société qui rachetait cette société pour que ça se passe bien au niveau de l'implantation. Enfin, voilà, je vous passe le détail. Et pendant ces 6 mois, j'ai cherché qu'est-ce que je peux créer d'autre. Donc, j'ai eu une idée et je l'ai implantée. Donc, entre guillemets, j'ai pas eu d'assistance. L'assistance que j'avais et qui est quand même super confortable, c'est que j'avais évacué justement ce côté ressources, enfin cette trésorerie qui rentrait tous les mois et qui me gardait l'esprit libre pour développer ma nouvelle idée, quoi. C'est super confortable. Non, j'étais serein et je travaillais sur un projet. J'ai travaillé sur un projet assez rapidement. Voilà. Comme quoi, avoir un revenu de remplacement de 70%, tout à l'heure, je l'ai dit rapidement que c'était même pas imposable. C'est vrai que dans la plupart des cas, ce n'est pas imposable. Il y a une situation où les indemnités deviennent imposables et donc déclarables à l'administration fiscale. C'est lorsque on a déduit les cotisations dans le cadre de la loi Madelin. C'est une formule qui, c'est intéressant de le noter, hein, depuis février 1994, avec la loi Madelin, pour favoriser la création d'entreprises. Donc, dans cette loi Madelin, il y a de prévu la déductibilité des cotisations de prévoyance, de retraite et aussi la perte d'emploi. Donc, quoi, c'est pas un sujet nouveau. Hein. Bon, on existait encore avant la loi Madelin. Mais donc, si on déduit les cotisations, il y a une grande logique là-dedans. Hein. Si on déduit les cotisations de son revenu imposable quand on est en activité, à la sortie, tout ce qui est contrat Madelin devient soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, comme on dit. Voilà donc cette particularité. Sur le plan fiscal, pour tous ceux qui n'ont pas accès à la loi Madelin et qui n'ont pas ce choix à faire, les cotisations peuvent être, et c'est ce qu'on voit la plupart du temps, payées par l'entreprise. Il n'y a aucune règle en la matière, ça pourrait être du 50-50 ou du 60-40, en répartition entreprise et dirigeant, à la façon de Pôle emploi. Mais puisqu'il y a toute liberté, ce que l'on constate 9 fois sur 10, et plus d'ailleurs, c'est 100% pris en charge par l'entreprise. Alors il faut que l'instance qui statue sur la rémunération du dirigeant accepte la prise en charge de la cotisation, déductible du résultat fiscal de l'entreprise, comme une rémunération complémentaire. Mais à partir de ce moment-là, la partie prise en charge ou la totalité devient aussi un avantage en nature. Donc c'était une réaction de l'administration fiscale au début
de l'existence de GSC, c'est que les cotisations n'échappent pas à l'impôt. Contrairement aux cotisations de Pôle emploi, ça ne diminue pas le revenu imposable. Et si c'est l'entreprise qui la paie à votre place, c'est un avantage en nature qui va subir donc une part d'impôt, plus les charges sociales. Voilà la raison qui explique qu'à la sortie, et d'ailleurs à l'Assemblée nationale il avait souligné ce point, à la sortie les indemnités de chômage ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu, ni à la CSG, ni à la CRDS. Ça commence à être assez rare. Voilà, donc vous optez vraiment soit pour 55% ou 70% du revenu sans aucune déduction. Alors il y a des services qui ont été ajoutés parce que c'est vrai que ça peut créer un manque ou une inquiétude au niveau de la retraite complémentaire. Et il y a un financement assuré par le régime GSC. Alors ça, c'est le calculateur que vous pouvez retrouver sur le site GSC. Voilà la fiscalité que je vous ai expliquée en quelques mots. Il faut être patient. Excusez, voilà les services associés. Donc l'accompagnement assuré par Mondial Assistance, qui est très apprécié, ça peut aller jusqu'à 18 mois pour les plus de 50 ans. Et deuxième service associé, alors pour le dirigeant assimilé salarié, c'est l'acquisition, le coût de l'acquisition des points de retraite complémentaires cadres et non cadres, AGIRC et ARCO, qui est intégralement remboursé par le régime GSC, même s'il y avait de la tranche C, c'est-à-dire le revenu qui va jusqu'à 300 000 euros. Donc c'est énorme, c'est vraiment un gros plus, un point fort de la GSC. Et il y a là un accord entre GSC et la GIRC pour prendre en charge sur la première année de prestations versées par GSC, donc qui peut faire l'objet de l'acquisition de ces points de retraite. Calculés non pas sur les indemnités, mais sur le dernier revenu en activité, le dernier revenu brut en activité, comme si l'on avait continué à exercer son mandat une année supplémentaire. Alors il faut respecter les délais pour réclamer cette disposition, la mise en œuvre de la disposition. Pour les TNS, donc cotisant au RSI, à la cessation d'activité, il y a radiation du RSI et GSC finance une année d'assurance vieillesse volontaire et qui inclut d'ailleurs le risque d'invalidité. Voilà qui permet de traverser cette période d'une manière plus sereine pour rechercher, consacrer toute son énergie à rechercher une activité. Il y a une partie réservée à l'assistance. Sans doute que des questions vous ont traversé l'esprit. J'en ai moi-même, connaissant les sujets que je n'ai pas abordés. Y a-t-il des questions auxquelles on peut répondre directement? Autre question, y a-t-il un micro? On a fait le tour d'une manière complète. Oui, s'il vous plaît, alors c'est tout au fond. Excellente question, c'est ce que j'allais aborder parce que c'est un point important que j'ai omis. Et effectivement, si vous avez plusieurs entreprises, que vous êtes alors en tant que dirigeant de plusieurs entreprises, alors d'une part, soit vous voulez couvrir l'ensemble du risque chômage et donc il faut faire une affiliation par entreprise. Mais vous avez également la liberté totale de demander l'affiliation, donc la couverture du risque chômage, pour l'entreprise qui vous semble la plus fragile. Et alors, lorsque vous perdez votre mandat, vous perdez une partie de vos revenus, vous avez aussi un temps libéré, puisqu'il y a un mandat qui est supprimé, et qui vous permet de rechercher une activité partielle, ou alors vous allez entreprendre des efforts pour recréer une société qui va vous aider à combler le manque à gagner. Et l'assureur se conforme d'ailleurs à la nature du chômage partiel, qui existe aussi du côté de Pôle emploi, c'est-à-dire que vous aurez les indemnisations prévues, calculées sur la base de votre revenu qui a servi aux cotisations, sans s'occuper des activités restantes. Alors, dans la nature de la situation du demandeur d'emploi, il ne faut pas prétendre que vous ne recherchez rien parce que vous avez d'autres activités restantes maintenant qui vous occupent à 100% ou à 120% de votre temps.
Là, ça coince, hein. Il faut être demandeur d'emploi en recherche ou en effort des démarches pour recréer. Et là, l'assureur ne s'occupe absolument pas des autres mandats qui ont été conservés, même des mandats rémunérés, hein. Il faut être clair là-dessus. Donc il y a une très grande souplesse. Alors il y a aussi une souplesse, on l'a évoqué, quand on recrée une entreprise, les indemnités ne s'arrêtent pas. Vous avez le choix entre 3 formules. Alors, il faut choisir une des formules, c'est-à-dire soit avoir un déblocage de 6 mois, s'il reste encore au moins 6 mois à vous verser, en une fois, comme aide au démarrage. Donc ce n'est pas la moitié des droits restants, c'est 6 mois versés en une fois, ou alors, selon la situation, ça peut être un accompagnement pendant 9 mois, 6 mois à 100% des indemnités, 3 mois de plus à 75% de leur valeur, si on préfère avoir la suite du service des indemnités versées mensuellement. Et autre situation, si vous versez un revenu faible mensuellement dans la nouvelle entreprise, GSC versera la différence par rapport aux indemnités, et cela pendant tout le nombre de mois où la situation persiste, jusqu'au terme de la durée qui était prévue. Alors ça, c'est une option avantageuse, surtout si vous étiez couvert. Quelquefois, c'est même pas vous qui décidez, c'est quelquefois le conseil d'administration qui décide de nommer dirigeant et qui vous met une GSC sur 24 mois, le maximum. Et donc, les 24 mois peuvent être utilisés en indemnité différentielle. Voilà, c'est au choix. Donc, il y a une certaine souplesse. Il y a également une souplesse assez curieuse d'un point de vue assurance, c'est quand on est en arrêt maladie, en situation de maladie, donc on n'est pas en recherche d'activité professionnelle. Vous savez que les indemnités de Pôle emploi s'arrêtent si vous percevez des indemnités de la sécurité sociale, des indemnités journalières de maladie. Ce n'est pas le même risque, maladie et chômage. Là, quelquefois, la différence de revenus est telle que, entre les indemnités de maladie et celles de remplacement de l'ancien salaire ou revenu de dirigeant, qu'on peut opter pour que GSC fasse le complément par rapport aux indemnités journalières de maladie. C'est un peu une bizarrerie parce qu'on n'est pas apte à réexercer, mais c'est prévu contractuellement. Je voyais, oui, s'il vous plaît. Alors oui, je l'ai dit ça au début. L'auto-entrepreneur, c'est une phase de test. Il faut en sortir rapidement, contrairement, enfin, chacun a son point de vue, mais en tout cas, c'est assez limité. Et il faut choisir un statut qui permette d'être inscrit au registre du commerce et des sociétés, ou bien, si c'est de l'artisanat, au répertoire des métiers. Mais il faut donc un statut définitif. Ce n'est pas les coûts d'inscription qui tournent autour de 100 € maximum, selon la forme juridique. Et donc, alors il y a certains statuts de la micro-entreprise, auto-entrepreneur, qui permettent de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés. À partir de là, c'est accepté parce que, répétons-le, la situation de chômage dans ce cas de figure est acceptée dès qu'il y a radiation. Il faut quelque chose d'officiel, de définitif, pour que l'assureur prenne en compte la situation de chômage et indemnise à compter du 31e jour. Alors c'est vrai qu'il y a des auto-entrepreneurs qui sont également immatriculés, mais ce n'est pas la majorité. Oui, s'il vous plaît. Après la révocation, alors il n'y a pas de rigidité de la part de l'assureur, mais faites-le dès que vous êtes révoqué. Imaginez un cas rarissime. Vous soyez révoqué du mandat de la gérance, mais vous conservez le contrat de travail. Et puis l'employeur, donc les associés, vous maintiennent en place avec votre contrat de travail. Donc là, il faut arrêter de cotiser à GSC s'il n'y a que le contrat de travail qui subsiste.
Donc il faut informer l'assureur, ne serait-ce que pour cette raison-là. Mais bon, généralement, c'est dans la foulée que vous avez un licenciement. Il n'est pas nécessaire d'attendre la fin des 4 mois de préavis. Alors, les 30 jours de franchise s'appliqueront au terme du préavis. Puisque pendant le préavis, sauf s'il n'était pas rémunéré, mais bon, dans le cas classique, le préavis est rémunéré, donc ça décale l'intervention à la fin du préavis. Alors, il peut y avoir des situations un peu complexes, que ce soit le cumul mandat social et contrat de travail. On a aussi souvent le cas du contrat de travail qui est suspendu. Pendant que l'on est mandataire social, le contrat de travail est suspendu. Il existe toujours. Il reprend tous ses effets dès la révocation. Et puis, il fait l'objet d'un licenciement. Alors, au bout de 4 mois, parce que s'il n'y a que le contrat de travail qui continue seul, ça, c'est une période qui donne lieu aux cotisations à Pôle emploi. Et 4 mois, ça vous donne droit à 4 mois par Pôle emploi. Et comme GSC est créé pour ceux qui n'ont pas de droit à Pôle emploi, ça ne vous exclut pas du régime, mais ça va différer. Vous aurez les 4 mois d'indemnisation par Pôle emploi, et puis GSC prend le relais immédiatement, dès le premier jour suivant. Et quelquefois, d'ailleurs, s'il y a un différé d'intervention de Pôle emploi qui est supérieur à 30 jours, nous intervenons au 31e jour de chômage pour vous indemniser à plein pot. Ensuite, il y a l'indemnisation par Pôle emploi. Là, on suspend le versement. Et puis, à la fin des 4 mois ou des 5 mois, etc., auxquels vous aurez eu droit par Pôle emploi, GSC reprend pour la durée prévue. C'est la durée. Non, mais à partir du moment où vous êtes révoqué, ça c'est du jour au lendemain, votre revenu de mandataire s'arrête. Ben, il faut cotiser à Pôle emploi dès qu'il ne subsiste que le mandat social, c'est l'inverse, dès qu'il ne subsiste que le contrat de travail, il faut recotiser à Pôle emploi pendant la période de préavis ou les quelques jours, enfin bon, toute cette période où le mandat social a pris fin, et après c'est que le contrat de travail qui continue jusqu'au terme du préavis. Ça, c'est une période qui doit donner lieu à cotisation à Pôle emploi, si les choses sont faites correctement, comptablement, et au-delà de 4 mois ou 122 jours de cotisation à Pôle emploi, vous avez des droits juste pour 4 mois, puisque c'est, enfin, sauf les prochaines idées de la négociation en cours, ces 4 mois suffisent pour déclencher 4 mois d'indemnisation. Mais ça ne se cumule pas. GSC prend le relais pour les 12 mois ou les 18 mois, enfin, ce qui était prévu. Voilà, alors après on peut tomber dans tout un tas de situations un peu complexes. Si réellement, alors pour le très haut revenu, on peut aussi compléter l'indemnisation de Pôle emploi. Ça c'est au choix, c'est sur votre demande. Enfin, vous voyez que le régime GSC est assez souple dans son fonctionnement. Et d'ailleurs, il y a une commission paritaire qui existe, qui est une vraie commission où il y a d'un côté les assureurs, les juristes assureurs, et de l'autre côté des membres des organisations patronales qui sont là pour défendre la situation des chefs d'entreprise, qui seraient peut-être un peu à la limite de l'application du contrat ou dans des situations qui n'ont pas eu de jurisprudence jusque-là. Et c'est toujours statué sur la bonne foi du dirigeant. On n'est pas là pour appliquer exactement les lignes du contrat. C'est une lecture avec le recul nécessaire. Et c'est ça l'avantage d'avoir un régime d'assurance chômage qui n'est pas un strict contrat d'assurance, mais qui est vraiment... Alors bien sûr, il faut une base contractuelle, mais c'est un régime qui est créé par les patrons au sein des organisations patronales, pour les patrons, pour leurs pairs. Donc il n'y a rien de mieux que d'être compris par ceux qui rencontrent les mêmes soucis, mêmes préoccupations de la direction des entreprises. Donc voilà, il y a une instance qui est réellement là pour décider, statuer sur les cas particuliers. Non plus, plus de questions. Moi, je vais juste dire un mot pour dire qu'en fait, j'ai pas eu de mal à accepter de venir témoigner à la demande de la GSC parce que j'ai trouvé que ça m'avait été extrêmement utile.
quand on dirige une entreprise, c'est pas bon d'être préoccupé par sa situation personnelle. Et puis, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où c'est exaltant, il y a des moments où on peut avoir quelques questions sur ce qui va se passer. Et dans mon cas, pendant 8 ans, eh bien, je pouvais être rassuré et focalisé sur la marge de l'entreprise. Et ça, je recommande. Bon, ça coûte un petit quelque chose, mais franchement, je pense que je l'ai rentabilisé énormément. C'est vrai que ça ne change rien. On oublie même qu'on est assuré, qu'on cotise, puisque c'est prélevé sur le compte bancaire de l'entreprise par l'assureur. C'est un peu un chef d'entreprise qui témoignait, disait, et j'avais retenu cette image, que être assuré pour ce type de risque, c'est un peu comme avoir des airbags dans un véhicule. Il y en a un peu partout maintenant, pour les genoux aussi, c'est bien. Mais bon, quand on roule, on a le plaisir de rouler et on ne pense pas qu'il y a des airbags un peu partout. Ça n'empêche pas de s'occuper de l'essentiel, de regarder la route et d'être satisfait d'arriver à bon port. On n'y pense plus aux airbags. Eh bien, l'assurance chômage, c'est un peu pareil. C'est facultatif, mais c'est souvent vital pour avoir toujours l'envie de recréer, de rebondir. On parle beaucoup de recréer, et que ce soit les liquidations judiciaires ou les révocations, pour ceux qui sont dans ce type de statut, eh bien, ça fait partie du parcours de l'entrepreneur ou du chef d'entreprise. Et il faut profiter des situations vécues pour se relancer en tirant profit de l'expérience. Et c'est toujours mieux d'avoir un filet de sécurité minimal. Je pense que c'est vraiment dans la boîte à outils du dirigeant. C'est un outil à avoir. On a plein d'outils de gestion, de marketing, de communication. Voilà, ça fait partie des outils que je trouve sont vraiment importants à actionner. Alors, on peut les actionner dès le début. Moi, dans mon cas, je l'ai actionné à un moment donné. Voilà. Mais le fait de savoir qu'il existe, c'est aussi super confortable. Et que le coût est très accessible. Ça, c'est aussi important. Donc, finalement, quel message souhaiteriez-vous passer aux chefs d'entreprise ou aux créateurs ? Un bon investissement qui vous permet de vous focaliser sur votre entreprise. Pas très cher. Moi, il y a une boîte à outils et mettez cet outil dedans parce qu'il vous rendra service à un moment donné, soit dès le départ, soit à un moment donné, vous déciderez de l'utiliser. Mais si vous êtes là, sachez que vous savez déjà qu'il existe, donc ne le perdez pas de vue parce que c'est vraiment un truc qui est essentiel à avoir dans ses bagages alors l'image de la voiture avec les airbags est très bonne, mais voilà, d'avoir dans sa caisse à outils ce genre d'outils, c'est essentiel. Voilà. Et pour terminer sur une image, l'assurance chômage n'est pas une simple roue de secours. En matière de protection sociale, je reste toujours dans le domaine de l'automobile, c'est un peu comme si vous aviez une Formule 1. Il faut 4 roues, au moins pour arriver sur la ligne d'arrivée. Il n'y a pas que la santé, l'invalidité, le décès ou la retraite. Il y a aussi la 4e roue, ce qui est l'assurance chômage, cette protection. On est dans un système économique où bien des choses sont imprévisibles. Donc, si on veut garder le cap, il est bien d'avoir une protection sociale complète. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Oui, merci. Alors, ça peut s'étendre à ceux qui sont associés ou conjoints du chef d'entreprise et que Pôle emploi refuse tout simplement parce que c'est le conjoint. Indemniser le conjoint licencié par son conjoint, même si c'est un pur contrat de travail, là, il y a une suspicion de continuer le travail à la maison. Et alors, on accepte, même ceux qui ne sont pas dirigeants, qui ne figurent pas au CABIS, du moment qu'il y a un refus, qu'il y a une rémunération, un travail, et un refus de couvrir par Pôle emploi, par extension, GSC accepte d'étendre la garantie à celui qui est refusé, qui a un travail effectif dans l'entreprise et qui est refusé, malgré le contrat de travail. Merci beaucoup pour votre attention, qui termine ce beau salon.